C'est quoi la consultation la plus what the fuck que tu as faite? Un chien d'à peu près 6 ans qui avait sûrement avalé un petit corps étranger. J'ai fait une échographie et puis vraiment le chien se dégradait. Donc on a fait une échographie, je voyais bien qu'il y avait quelque chose, on l'a opéré, mais c'était juste de chez juste parce que ça datait depuis un certain moment. Puis j'étais tout fier, donc j'ai retiré le corps étranger et c'était une culotte. Sauf que quand je l'ai montré à la propriétaire, c'était pas son string. Salut les sauvages, le grand retour des interviews, je vous l'avais promis, aujourd'hui c'est chose faite, on reçoit Nico Vétérinaire, un spécialiste dans le bien-être animal et les formations. Il va nous donner aujourd'hui des conseils pour bien s'occuper de nos chiens, de nos chats, de nos animaux de compagnie, mais aussi nous raconter ses anecdotes les plus folles qu'il a vécues en service. Si vous n'avez pas vu les dernières interviews qu'on a faites, on avait interviewé une éducatrice canine qui avait travaillé 1 an dans le chenil de l'enfer, mais aussi Rémi Camus, un aventurier qui a traversé l'Australie à pied, plus de 7000 km. Il s'est fait mordre par des serpents, il a dépecé des kangourous et les a mangés à main nue. Juste avant de recevoir Nico, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On fait des documentaires, on raconte des histoires extraordinaires, mais aussi on reçoit des personnes comme vous potentiellement ici pour vous interviewer. Si vous avez des histoires folles ou si vous êtes des professionnels en termes animaliers ou naturels, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur l'adresse mail contactpromazzo@gmail.com et on vous répondra et on vous invitera ici à Paris pour venir tourner avec nous. Maintenant, je vous laisse avec Nico et il va nous donner les meilleurs conseils pour nos animaux. Salut! Salut! Tu vas bien? Très bien, et toi? Écoute, super. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ensuite, on parlera de tes expériences les plus folles et des questions aussi que les gens se posent sur leurs animaux, parce que c'est ton travail, toi. Exactement. Alors moi, je suis véto depuis à peu près 15 ans en Normandie. Et puis, donc, je fais les chiens, les chats, les chevaux, et j'ai même fait les vaches. Ouais. Et donc, je me suis lancé sur les réseaux sociaux il y a à peu près 1 an, sur Insta, TikTok et sur YouTube. Et ça va, tu te plais? Je me plais beaucoup sur les réseaux, mais au début, c'était assez compliqué. Moi, je suis quelqu'un de timide, donc c'est vrai que de me voir ou de m'entendre à la caméra, c'est quelque chose que j'ai même toujours du mal à faire. Puis mon côté hypersensible fait que le jugement des autres, ça peut être un peu compliqué. Justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est pas trop compliqué niveau commentaires négatifs? J'en ai eu des commentaires un peu négatifs, mais bon, j'avoue que sur le moment, ça fait un peu du mal, mais il y a une telle communauté qui est bienveillante derrière. Non, maintenant, je réponds même plus aux mauvais commentaires. Non, j'ai des gens qui répondent à ma place, donc une armée, franchement, une armée bienveillante, qui n'est pas guerrière. Et non, en général, j'ai une communauté, j'ai de la chance. Je les en remercie, qui est géniale. À quel moment tu t'es dit, OK, je vais faire de ma vie un vétérinaire? Alors, moi, il faut savoir que à 7 ans, je tenais déjà les instruments, parce que mon père était véto. Okay. On habitait une maison, et puis maintenant, les gens ont du mal à s'imaginer, mais le cabinet véto était juste en bas, au sous-sol. Ouais. Et puis, donc, mes parents opéraient. Donc, je tenais les instruments à l'âge de 7 ans, de mon père, qui cherchait, en fait, quand il opérait, mais il avait besoin d'un assistant, et c'était moi l'assistant, qui était muet, et puis des fois, j'étais un peu... je parlais beaucoup, voilà. Et là, je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux faire après. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris la première fois que tu as mis les pieds dans une clinique? Du coup, tu étais avec ton père, je pense. C'était ça. J'ai fait aussi beaucoup de stages. Ouais. Mais je voyais beaucoup, en fait, les animaux, j'étais habitué, mais voir, en fait, le contact et puis la relation entre les animaux et puis les gens. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Et puis, il m'a fallu un peu de temps. Au début, tu vois plus le côté animaux. Mais la relation avec les gens, il me fallait un peu plus de maturité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Ouais, parce qu'il faut prendre parfois les situations avec des pincettes. Il faut réfléchir en amont aussi beaucoup, je pense. C'est ça, c'est que il n'y a pas que le côté animal, le côté soin en fait à faire. Donc il faut prendre en charge justement aussi la détresse des gens, ce que eux ressentent aussi, pas que ce qu'a l'animal. C'est sûr que notre priorité, ça va être toujours les animaux et puis leur santé. Mais si jamais tu as tendance à pas regarder du côté du propriétaire et puis il y a un peu la peur qu'ils peuvent avoir, parce que c'est un peu leurs enfants, tu passes à côté de tout en fait. Ouais, il y a tout un côté psychologique qui est dans ce travail, qui est compliqué aussi à prendre en compte au début, je pense. Et c'est ça, avec certains animaux, même des fois ils m'apportent leurs animaux en me disant je ne saurais pas vous dire, mais je ressens en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un détail, mais contrairement à nous, quand on va chez le médecin, on dit j'ai mal là. C'est vrai que les animaux, en fait, des fois, ils communiquent pas forcément de la même façon que nous, en fait. On va en parler justement des ressentis sur les animaux. Tu vas nous dire si les animaux ressentent vraiment quelque chose, s'ils ressentent que tu les as sauvés parfois. Juste avant, est-ce que tu te souviens de ta toute première journée dans le milieu? Est-ce que tu te souviens de ta toute première journée en clinique? C'était quoi ton ressenti
ce que tu as vu précisément ce jour-là? Alors, le plus ancien souvenir que je peux avoir, c'est celui que je te disais, c'est de tenir les instruments en fait, pour retirer les ovaires sur un chat. Et c'est vrai que, tu vois, c'était pas forcément quelque chose de très agréable parce que je voyais le côté un peu gore au début, mais tu vois, c'était avec mon père qui était sûr de lui. Et puis, je me souviens, j'étais tombé dans les pommes, tu vois, mais je me suis réveillé et puis mon père qui me parlait. Et puis, mais c'était pas forcément un bon souvenir, mais après, on a fait plein de choses. Hein. Si jamais j'avais des souvenirs de tout petit, ça va être des mises bas, des césariennes sur des animaux où tu réanimes les petits, tu as pas mal de responsabilités. J'ai fait des vélages alors que j'étais tout petit quand j'étais petit, donc sortir le veau de la mer parce que c'est un peu compliqué. Donc il y a du stress, les gens... mais une fois que le veau est sorti, qu'il est vivant et puis que tu le vois en train de courir, bah, voilà, c'est quelque chose de génial. Et ça me permet de... l'envie que j'ai pu faire de faire vétérinaire, en fait, c'est ça vient d'ici. Et ça t'arrive encore maintenant, après des années d'expérience, de tomber dans les pommes ou de te sentir vraiment mal après des opérations? Après des opérations, quand tu opères, en fait, tu es tellement concentré que maintenant, je ne le fais pas. Le stress, oui, la peur quand tu... l'autre jour, j'ai eu une hémorragie de la rate. Hein. Bon, j'espère que je ne vais pas écœurer la plupart des gens, mais c'est une hémorragie. Mais en fait, quand l'abdomen est fermé, il n'y a pas de problème. Et quand tu commences à ouvrir, faut aller assez vite. Tu as l'impression d'avoir un robinet qui coule. Il faut trouver la fuite assez rapidement, la clamper pour pouvoir sauver l'animal. Donc là, c'est un stress. Mais je dirais que j'ai peur. Mais il y a un côté un peu entreprenant, ça c'est mon... Voilà, ça c'est le côté un peu défi, je pense. Exactement, mais tu vois, les minutes sont comptées. Tu sais très bien que si jamais tu as 2-3 minutes en trop, l'animal, malheureusement, il meurt. Mais j'en ai pas encore perdu comme ça, mais c'est vrai que c'est stressant. C'est quoi une journée type pour toi, maintenant? Est-ce qu'il y a vraiment une journée type au final dans ce genre de métier? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de... Chaque journée, en fait, change, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de consultations vaccinales. Mais c'est vrai que le matin, j'opère. La plupart du temps, je reçois les animaux avant, comme en humaine, hein, avant d'être opéré pour savoir si jamais tout va bien. On pose des questions. On vérifie que l'animal est anesthésiable ou pas. Opération. Juste après, j'ai encore des consultations. J'ai souvent des urgences entre les deux. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Après, il y a une petite pause le midi. Et puis l'après-midi, c'est souvent des consultations. Mais vraiment, il n'y a pas une consultation qui se ressemble, en fait. Ça peut être le même motif au début. Et vu que ça peut être un chien, ça peut être une souris de quelques grammes, une tortue que j'ai eue l'autre jour, ça peut aller avec la brebis, avec le veau qu'on m'apporte, et puis ça finit avec le chien qui fait 45 kilos, et avec le cheval à aller voir. Donc il n'y a pas une journée qui se ressemble en fait. Donc il faut réfléchir entre le tout petit, quelques grammes, jusqu'au cheval de trait qui peut peser 1 tonne. Pourquoi vous faites les opérations le matin ? Pour bien les surveiller, en fait. Donc, en général, tu les opères très tôt le matin. Ils se réveillent à peu près 15-20 minutes après l'opération. Et donc, il y a une surveillance à avoir. Et on les rend complètement réveillés l'après-midi. OK. Voilà. Et dans les études de vétérinaire que tu as fait, tu apprends à soigner tous les animaux. Exactement, oui. Tous les animaux. Donc, à gérer, tu as une sorte de... Tu réfléchis d'une certaine façon pour pouvoir tout gérer. Après, je t'avouerai qu'au bout de 6 ans... t'apprends encore, hein. T'apprends. Moi, j'ai plein de formations que j'ai suivies après. J'ai même peut-être été plus assidu, en fait, après mes études que pendant. Et j'ai fait beaucoup de stages. Et c'est vrai que quand tu sors de l'école, tu as une tête bien remplie, mais tu as beaucoup de théorie, mais très peu de pratique. Donc, c'est après que tu apprends, beaucoup de tuteurs, en fait, qui t'apprennent les choses. Tu fais... c'est pour ça que tu as toujours des gens pour te seconder juste à côté, pour te dire les erreurs à ne pas faire, mais... Tu commences à être vraiment autonome après que tu aies fait une trentaine d'opérations en général. OK. Ah ouais, donc ça se fait pas tout de suite. Non, tu n'es pas lâché directement, non. Et tu as eu des mauvaises expériences pendant tes stages ou pas? Parce que moi, j'avais interviewé du coup Chimène. C'était une éducatrice canine qui avait eu des mauvaises expériences dans tout le milieu canin, etc. Est-ce que tu as eu ce genre de truc-là dans ta filière? Ah, bien sûr. Moi, mes premiers stages, j'ai pleuré le soir. Tu as tellement une pression où ils te disent tu sais pas faire ça, tu devrais le savoir. Tu as le stress tout le temps. En général, c'est pire qu'à l'école. On t'envoie un peu chier si jamais on te traite de certains noms d'oiseaux quand tu ne sais pas faire. Non, il y a du stress quand même. Donc, toi, tu as les épaules. Pourtant, tu as bossé. Tu as réussi les examens, mais ça ne suffit pas en fait. Donc oui, il y a un stress, mais je pense que, comme partout. Tu estimes que c'est un milieu fermé quand même ou pas? Oui, très fermé, oui. Ah ouais? Ouais. Les gens sont quand même durs au début quand tu veux commencer dans ce milieu-là à t'intégrer? Quand tu commences à aller dans certaines structures, oui, c'est compliqué. En même temps, c'est un peu un milieu
je vais pas dire d'élite dans certaines choses, c'est tellement spécialisé que je dirais que c'est faux de dire que tu n'as pas le droit à l'erreur, mais il y a certaines erreurs que tu peux faire dans certaines structures, tu peux, mais dans certaines structures où tu poses des stents, où tu fais des chirurgies qui vont très très loin, tu ne peux pas te permettre certaines erreurs. Non. Ouais. C'est quoi, selon toi, la plus grosse erreur que les gens font lorsqu'ils adoptent un chien? Déjà de prendre l'animal comme un objet. Donc de ne pas penser en fait aux sorties. J'ai vu un border collie, les gens étaient en appartement, un tout petit appartement, et puis pensaient le sortir une fois par jour, de penser que ça va être propre directement, de ne pas s'en occuper. Nous, on est souvent éduqués jusqu'à l'âge de 16-18 ans en général. Les animaux, il faudrait que directement, en une semaine, ils soient propres, ils soient sages, pas de bêtises, voilà, comme des objets en fait. Ça, c'est un peu... ils ne prennent pas en compte en fait tout ce qui est sorti aussi. C'est-à-dire que leur vie va aussi changer, hein, un peu comme un enfant. Il faut s'en occuper du chien. C'est pas, c'est pas un meuble. Hein. Donc tout ça, en général, c'est pas pris en compte. Et ça crée certaines pathologies si jamais on s'en occupe pas bien. Mais c'est tout à fait normal pour moi. Est-ce qu'avec les chats, il y a une mauvaise habitude courante que tu vois de patients qui reviennent souvent te faire des retours? Une des plus grandes problèmes que je peux avoir, c'est peut-être la nourriture. Vraiment, de donner une nourriture vraiment bas de gamme et créer des problèmes urinaires. L'autre chose, ça peut être le stress aussi, chez le chat. Le fait que les gens s'en occupent pas, fassent un peu n'importe quoi. Le chat, il est assez casanier, hein, il aime bien sa tranquillité. Et le fait de faire un peu n'importe quoi avec le chat, ça le stresse. Voilà. Donc, et le stress, tu peux le voir par quel moyen? Le chat va se lécher d'une façon compulsive et se créer des lésions. Donc avaler aussi beaucoup de poils et se faire ce qu'on appelle des boules de poils ou des trichobézoars. Voilà, tout ça, ça peut entraîner. Et puis le chat, il peut faire des pathologies, des agressions contre lui ou des congénères, faire des problèmes de marquage urinaire ou faire... on appelle ça que le chat n'est pas propre, mais en fait, c'est pas qu'il n'est pas propre, mais c'est juste qu'il n'est pas bien, en fait. Il n'est pas bien dans sa peau. D'accord. Il est stressé. Si on n'a pas les moyens d'aller chez le véto tous les 4 matins, est-ce qu'il y a des gestes de base à connaître? Déjà, il faut écouter Nico Veto, hein, ça c'est la base. Non, il y a des cliniques, des structures qui sont spécialisées pour ça, pour si on n'a pas trop de moyens pour faire stériliser son animal ou pas. Voilà. Là, il y a toujours des structures où, si jamais faut même quand même montrer qu'on n'a pas trop les moyens, mais oui, il y a des moyens de faire soigner son animal pas trop cher en fait. Est-ce que tu serais OK, toi, à mettre en place, par exemple, des stages peut-être obligatoires ou je ne sais pas, de premiers secours pour nos animaux? J'avais vu que tu en parlais justement à la convention, on s'était vu sur Paris. Tu serais pour ce genre de choses? J'en donne moi des cours, j'en ai même offert sur la chaîne gratuitement. Pour donner vraiment la base en fait. Tu parlais aussi de ça, c'est que dans certains pays comme en Suisse, il y a un permis pour avoir des animaux qui n'est pas forcément cher, mais pour connaître en fait les bases en fait d'avoir son animal, un peu comme avoir ses enfants, de savoir qu'il y a un minimum où de faire dormir ton animal, les toilettes, vraiment les notions de base. Pas faire n'importe quoi. Avant, on vivait en campagne, tout le monde était au courant comment on gérait un chien, un chat, les animaux. Là, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, en fait, c'est le premier animal. Donc, sans faire exprès, hein, c'est pas volontaire, mais on peut faire certaines erreurs, mais qui peuvent être, assez graves sur nos animaux. Mais oui, à fond, hein, je suis pour ça, oui. Moi, je pense que ça serait intéressant de mettre en place un permis pour des personnes. Je sais pas comment ça peut être fait, mais... Sur une journée, par exemple. Ouais, c'est ça. Une journée de mise en situation où on te pose des questions et puis comme une journée de formation au final pour détenir un animal de compagnie, quoi. Mais je le fais déjà dans certaines écoles pour parler chez les maternelles et autres. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'agressions en fait qui sont faites sur les enfants, mais pourquoi? Parce que le chat ou le chien essaye d'exprimer en disant « laisse-moi tranquille » et l'enfant continue parce qu'il ne connaît pas les bases. Hein. Il ne sait pas que le chat il lui a dit 2-3 fois « arrête ». Voilà. Donc ça, c'est des choses que j'explique pour éviter justement les agressions. Justement, lors de l'interview que j'ai faite avec Chimène, qui est une éducatrice canine, elle nous a dit que dans le langage canin, par exemple, se lécher les babines, ça pouvait montrer plein de choses, un signal d'apaisement, mais aussi du stress. Tout à fait.
Donc au final, c'est la barrière du langage ou de la communication animale, elle est très spéciale, elle est compliquée à connaître. Tout à fait. C'est quoi la consultation la plus what the fuck que tu as faite à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit un maître un peu particulier ou un animal improbable? Alors, je dirais que en fait, c'est quelque chose de banal. C'est un chien d'à peu près 6 ans qui avait sûrement avalé un petit corps étranger, qui présentait tous les symptômes. Et puis, on a pas mal cherché avec la propriétaire. J'ai fait une échographie. Et puis, vraiment, le chien se dégradait. Donc, on a fait une échographie. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose. On l'a opéré, mais c'était juste de chez juste parce que ça datait depuis un certain moment. Puis, j'étais tout fier. Donc, j'ai retiré le corps étranger. Et c'était une culotte. Donc, c'était... c'est terrible. C'est pas ça le plus terrible. Le plus terrible, c'est que j'étais très fier de mon trophée devant la propriétaire. Sauf que quand je l'ai montré à la propriétaire, c'était pas son string. Voilà. Alors, moi, j'étais tout fier. Elle a commencé à me regarder. C'est terrible. Et puis, voilà, son visage a changé. Je n'ai pas compris pourquoi, mais bon, j'ai compris assez vite. Ah, l'angoisse que tu as dû vivre ce jour-là. Oui, voilà. Je suis passé vraiment du sourire au... Bon. Donc, elle était contente de récupérer son chien qui allait très bien, mais peut-être un peu moins avec son trophée, quoi. Oh, l'angoisse de l'anecdote. T'as pris une semaine de vacances après ça? Non, mais c'était juste, voilà. Tu passes d'une victoire à... Mince, je vais peut-être pas trop en parler sur le... Est-ce que tu as des animaux chouchous? Des animaux que tu reçois souvent, tu te dis « Ah, il est là enfin » et t'aimes bien les suivre? Ah, j'ai des mascottes, hein. C'est vrai que ça fait plaisir, hein. C'est rare quand toi, tu vas chez le médecin, tu es content d'aller le voir. Mais moi, j'ai des chiens à chaque fois qu'ils me voient, mais c'est la fête. Ah ouais? Pourtant, je leur fais des piqûres, des choses comme ça, mais bon, au final, ils m'aiment quand même bien. Et puis, je fais beaucoup de physiothérapie, donc c'est des choses qui ne sont pas forcément, c'est l'équivalent de kiné. En humain, donc ils ont souvent des grosses pathologies, tu vois, des fractures, et puis tu es obligé de les remuscler, donc c'est pas des choses forcément à la base quelque chose d'agréable, mais je les fais marcher, tu vois, dans des tapis immergés, c'est des sortes de piscines où le chien pour le rééduquer. Et au début, j'ai des chiens agressifs, des gens qui sont là, un peu. Puis à la fin, le chien il rentre directement dans le tapis immergé, il remue la queue, tu vois, et tu le vois ne pas marcher. Et juste après, en fait, tu le vois 2 mois et demi, 3 mois après, courir chez toi. Donc, c'est des moments de plaisir. Et les gens, ça n'arrive pas souvent en consultation, mais ils viennent avec les croissants, on boit le café. Ah ouais. Donc, ça, c'est vraiment agréable, quoi. Ça doit être fou de vivre ça. Ça doit être très émotionnel de revivre la remise en marche, pour le coup, d'un animal, quoi. Ah, quand tu vois des pleurs, parce que j'étais dans une structure aussi, on gardait les animaux pendant 2-3 semaines, en fait. On faisait vraiment de la rééducation assez, j'allais dire, assez dure. Oui et non, parce qu'il y avait beaucoup de câlins quand même. Mais ils nous laissent leur animal qui est des fois paralysé depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. Ils n'ont pas trop d'espoir, et puis ils reviennent, le chien marche, pratiquement court. Là, tu vois des pleurs à l'intérieur des gens. Tu te dis que tu es content de travailler pour ça. Ouais. Ça t'arrive encore d'être ému Ça, je ne suis pas encore blasé aussi, il faut que je change de métier. Est-ce que tu as déjà vécu une situation où tu t'es dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas une journée normale? Tu veux dire quelque chose de dur Ouais, ou des interventions que tu t'y attendais vraiment pas et tu te dis, là, il va falloir être très lucide parce que, pour le coup, ça m'arrive pas tous les jours. Et c'est des cas qui sont très spéciaux, très particuliers. Je te parlerai peut-être de moments compliqués où tu te dis qu'il y a des choses à faire, hein, certaines opérations ou certains traitements, et c'est vrai que les gens n'ont pas, au point de vue financier. Et ça, c'est toujours compliqué, ou des fois tu te dis que c'est des euthanasies un peu de convenance, que les gens veulent se débarrasser du chien, et puis toi, tu es là, non, je peux pas. Ça, c'est toujours des choses où, heureusement que c'est pas tous les jours, mais ça m'atteint énormément. Et je me dis que, ouais, c'est... C'est peut-être le genre de clients qui, justement, viennent euthanasier leurs animaux, et tu ressens qu'il n'y a pas le feeling, il n'y a pas un lien, c'est peut-être les pires clients, peut-être. Tu vois, des fois, on ne devrait pas, hein, mais moi, mon côté hypersensible, donc je ressens un peu les gens, et j'ai un détecteur à bullshit, et je vois des fois quand il y a des pleurs qui n'en sont pas, ou des choses, et quand tu vois le chien remuer la queue, et puis tu te dis, il n'a pas grand-chose,
moi, en tout cas, j'ai la chance de pouvoir dire non, je n'euthanasierai pas l'animal et essayer de trouver en fait des solutions. Mais je me dis que... Tu t'octroies quand même le droit de dire, pour le coup, là, non, j'ai pas envie de l'euthanasier parce qu'il n'y a pas raison de l'euthanasier. Ah, je n'ai jamais fait, je ne ferai jamais d'euthanasie pour le plaisir des gens. Et Dieu sait que, tu vois, j'avais eu le cas d'un propriétaire qui m'avait dit, je voudrais empailler mon chien. Je dis, d'accord, bon, il faudrait voir avec mais le chien n'était pas mort. Tu te dis, là, les gens sont complètement à côté, et donc tu es obligé de les raisonner. J'ai déjà eu aussi des gens, dans leur demande, quand ils seront morts, ils voulaient que le chien soit euthanasié avec eux. Il y a eu aussi une fameuse histoire avec certains connus. Le maître veut être euthanasié avec le chien. Quand il sera mort, en fait, il voudrait qu'on euthanasie ces animaux de compagnie. D'accord. Et ça, c'est vrai que non, il y a eu l'affaire de Delon, mais moi, j'ai eu aussi la même affaire avec 2 chiens. En fait, il ne voulait pas que ces chiens vivent sans lui. Voilà, donc ça, c'était assez compliqué de voir avec lui en disant que, pourtant, je le connaissais très bien, il était amoureux de ses chiens, mais je lui ai dit que non, en tout cas, moi, je ne pourrais pas le faire. Voilà. Comment ils réagissent face à ce genre de réponse ? Moi, j'ai tendance à dire ce que je pense. Alors, c'est vrai que même si c'est quelqu'un que je connaissais bien, lui expliquer aussi que pour moi, non, c'est pas possible. Tu peux pas, c'est pas même dans ton côté éthique, et puis tu peux pas te permettre déontologique de faire ça. ou autre. Non, c'est que c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Et du coup, tu fais même plus que vétérinaire, tu fais aussi kiné pour les chiens, etc. Oui, ça fait partie de mes spécialités, oui. Ouais. Tu as plusieurs spécialités, du coup, c'est ça ? Oui, j'ai plusieurs spécialités, oui. Tu fais quoi à côté de vétérinaire ? Tout ce qui est rééducation, donc c'est dans une spécialité vétérinaire, tout ce qui est rééducation, tout ce qui est reproduction aussi, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà. Ok. C'est quoi ta spécialité, on va dire, le truc que tu aimes le plus faire ? Je dirais que c'est généraliste, pourtant c'est pas encore considéré comme... J'aime bien parler avec les gens, comprendre en fait la vie, la relation avec l'animal, donc c'est vrai, j'aime bien parler avec les gens, prendre le temps. C'est peut-être ma spécialité avant de parler de spécialité rééducation et autres. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des animaux que tout le monde pensait fichus et que tu as quand même réussi à sauver ? Oui, ça arrive quand même assez souvent, heureusement. Mais même moi, je pensais que ça n'allait pas le faire, mais on essaye toujours. Tu as des grosses masses et tu te dis, on essaye, mais peut-être qu'il va partir sur la table d'opération et puis il s'en sort très bien et puis tu les vois encore 2-3 ans comme ça, et puis tu passes pour le sauveur alors que tu as fait ton métier. J'ai eu un cheval qui avait la langue coupée suite à quelque chose de coupant sur la mangeoire, et il y avait vraiment du sang partout. C'était une scène... Oui, on va passer les détails. Et là, en suturant la langue, 3 semaines après, on ne voyait plus rien. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu un cheval en prairie le soir en urgence, où apparemment il y avait une plaie. Quand j'y suis allé, et j'ai regardé, en fait c'était les intestins qui sortaient un peu, et le propriétaire, juste en regardant, est tombé dans les pommes, donc j'avais plus d'assistant, j'avais rien. J'ai quand même réussi à coucher le cheval et puis faire l'opération, parce que normalement c'est des opérations que tu fais dans des centres spécialisés, le pronostic est pas très bon, et là le monsieur avait pas trop les moyens, donc je l'ai fait seul. Après, c'est peut-être mon expérience d'avoir fait sur les vaches et autres. Écoute, j'ai suturé, j'ai réussi à tout remettre, et puis le lendemain, pour faire les soins, en fait, le monsieur était là. Je dis, le cheval n'était plus là, donc je me suis dit, malheureusement, ça n'a pas dû le faire. Et en fait, il m'a dit qu'il n'a même pas pu réussir à faire les soins. Le cheval était dans la prairie. C'est trop bien. Et il a vécu encore 4-5 ans minimum après, donc non, c'est... Quand c'est ce genre de cas, quand il y a ce genre de cas, c'est toi qui te déplaces directement sur... Oui, sur les chevaux, sur les brebis et autres, en général, je me déplace. Ok, tu vas directement du coup dans les écuries ou dans les fermes, et tu vas faire les soins sur place du coup. Exactement. T'emportes ton matos, etc. T'as tout, t'as une voiture hyper remplie, des fois un peu trop remplie. Ouais, et t'es tout seul ? En général, t'es souvent tout seul, oui. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas, même si je pense que j'ai déjà la réponse, de personnes qui sont venues te voir en te disant « il faut que vous sauviez mon animal à tout prix ». Oui, c'est assez souvent de se dire, malheureusement, avec certaines pathologies où tu peux rien faire, certains cancers, tu peux toujours soulager, mais en général, il y a des fois des limites. Donc là, c'est aussi de préparer l'animal. On parlait du côté psychologique, mais là, un deuil, ça commence même avant.
Donc, expliquer les choses, hein, comprendre la détresse aussi des gens, mais on n'est pas Dieu. Voilà, ça, c'est une des premières choses que j'ai appris en commençant mes études de vétérinaire, hein, c'est de faire comprendre qu'on n'est pas Dieu. Voilà, on ne va pas sauver les animaux la plupart du temps, on va soulager, et puis parfois aussi écouter la plupart du temps les propriétaires. Est-ce qu'il y a un animal qui t'a particulièrement marqué, choqué, que tu n'oublieras jamais? Quand tu me poses la question, je vois encore un petit grand-père ou avec une chatte qui avait un certain âge. Et le monsieur me disait qu'il fallait tout faire. Elle avait une insuffisance rénale, les reins avaient du mal à fonctionner, donc on l'a perfusé. Mais le monsieur m'a dit vraiment droit dans les yeux, hein, en disant faut vraiment faire le maximum. Puis je voyais bien qu'il y tenait, mais bon. Et en l'écoutant, tu vois, c'est là où c'est important d'écouter les gens. C'est là où il m'a expliqué que c'était la dernière chose qui liait en fait à sa femme qui était décédée quelques mois avant. Voilà. Donc si jamais elle partait, c'était un deuxième départ pour lui, en fait, une deuxième mort. Donc ouais, là c'était... je t'avoue que j'en ai pleuré juste après. Ah ouais. Hein. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus être... Quand on fait ce métier-là, ne pas pleurer devant les gens, c'est un peu ce qu'on nous explique pendant nos études, mais tu peux aussi te permettre de... d'évacuer. Voilà. Et je pense que tu as besoin, parce que sinon, je pense que tu pètes un câble dans ce genre de métier-là. Exactement. C'est tellement prenant, c'est tellement émotionnel. Voilà. Sinon, tu gardes tout le soir et puis à la fin... Ouais, c'est pour ça même, je pense que tu dois avoir un entourage hyper solide à tes côtés, parce que ça doit être un métier où tu as besoin d'évacuer, de parler, de dire ce que tu vis. En clinique, on en parle beaucoup. Hein. C'est vrai que, tu vois, on parle beaucoup des vétos, mais les gens les plus importants pour moi dans une clinique vétérinaire, c'est des ASV, hein, des assistantes vétérinaires. Hein. C'est eux qui sont un peu le tampon entre, des fois, les propriétaires un peu mécontents et puis le véto, hein, qui n'est pas toujours facile. Hein. C'est pas un milieu très facile comme dans tout ce qui est un peu médical. Hein. Et heureusement qu'elles sont là, mais elles aussi, il faut les écouter parce qu'elles ont tendance des fois à avoir une sorte de trop-plein aussi. Ouais, c'est important de dire de faire passer ce genre de message à la caméra, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont se retrouver peut-être dans ce que tu dis. Les assistants, très généralement, ils passent très souvent au second plan, je pense. Ah oui. Il faut être gentil avec elles. Hein. Il faut savoir qu'elles sont tout le temps engueulées derrière, devant, derrière. Donc elles sont un peu entre les deux. Et puis c'est elles qui s'occupent des animaux en général, pratiquement plus que les vétos. Hein. C'est elles qui vont faire les caresses, qui vont vraiment s'occuper à fond des animaux. Donc ayez vraiment de la compassion pour elles parce qu'elles font un métier super et puis elles ne sont pas assez valorisées. Est-ce que tu penses que les animaux ressentent vraiment nos émotions ? Contrairement à Descartes, hein, qui disait qu'eux, ils ressentaient rien. Moi, je m'appelle Descartes, tu vois. Il y a une petite lettre, apparemment, au Scrabble, le W, ça rapporte plus. Moi, je pense complètement le contraire. Ils ressentent énormément. Peut-être toi, quand tu vas pas bien, ton animal va pas bien. Ils ressentent beaucoup de choses. Hein. Par contre, quand tu te sens bien... Des fois, c'est même ce que je dis aux propriétaires, hein, c'est que l'animal va pas très bien, mais je leur dis qu'ils stressent. Il faut qu'eux se soignent aussi pour que l'animal va bien. Donc, c'est aussi une thérapie, en fait, qu'ils font en prenant en charge leur mal-être pour que l'animal soit soigné. Pour le coup, moi, j'ai des gros problèmes. Par exemple, je ne mange pas beaucoup. Et par exemple, mon chien, il avait des problèmes digestifs. Est-ce que tu penses que ça, c'est des traits qui se ressemblent, qui se transmettent plutôt de l'homme à l'animal ? Ah, ça pourrait, oui. Ça pourrait. C'est marrant parce que j'ai du moins marrant, non, peut-être pas trop, mais j'ai des propriétaires qui sont diabétiques et leurs animaux aussi. Donc, quand j'annonce aux propriétaires que leur chat, malheureusement, il a un problème de diabète, je dis moi aussi. Voilà. Donc, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Hein. C'est pas une théorie du chien qui ressemble au maître. Je pense plus, moi, que c'est vraiment un côté miroir où c'est tellement des éponges émotionnelles qu'au final, il pompe nos manières d'être, en fait. Moi, je suis quelqu'un de très excentrique et mon chien aussi l'est. Oui, tout à fait. Et puis, ça te permet même de te tempérer. Tu vois des gens qui sont un peu tendus. Tu vois, quand tu as un chat et que tu le caresses, ça va te permettre aussi de t'apaiser. Donc, après, des fois, nous, on donne aussi notre stress aux animaux, mais ils t'en prennent. Donc, c'est vraiment des tampons, hein, tout à fait. Ils ressentent les choses, bien sûr. Je vais te citer plein de préjugés qui existent sur les vétérinaires. C'est un exercice que tu as envie vraiment de faire pour le coup, tu m'as dit en off. Je suis prêt. On va commencer avec le premier préjugé. Les vétos, ils sont là que pour se faire de l'argent sur le dos des gens qui aiment leurs animaux. Ah, ça j'entends souvent, hein, de pouvoir profiter des choses. Non, c'est vraiment un préjugé parce que la plupart de mes confrères, hein, moi-même, hein, après c'est facile de le dire de ma partie, mais la première chose que m'a appris mon père, c'est soigne les animaux, soigne pas le portefeuille des gens.
Et bon, c'est quelque chose que je fais tous les jours, hein, quand on arrive à trouver des solutions. Mais non, la plupart des vétérinaires ne sont pas là à avoir en face de lui le propriétaire avec un panier moyen à côté. Donc non, ça c'est vraiment un préjugé, vraiment. Une consultation à 50 € pour dire que c'est juste un rhume, c'est abusé. Il y a tout un diagnostic derrière. Hein. Non, c'est pas abusé parce que derrière les 50 €, il y a aussi beaucoup de choses. Hein. Il y a le matériel un peu, il y a le personnel à avoir, la structure. Donc on ne se rend pas compte, mais vraiment, si jamais on doit faire de l'argent, ce n'est pas forcément dans une clinique vétérinaire. Donc les 50 €, ça ne comprend pas que le diagnostic en disant c'est pas ça. Et des fois, il vaut mieux que ce soit juste un rhume plutôt qu'autre chose. Ouais, c'est plutôt même de la prévention, quoi, justement. Tout à fait. Mais c'est vrai c'est un peu biaisé parce qu'on se fixe, nous, on ne paye pas, nous, nos soins. On a un système qui est fait comme ça, mais si jamais les gens savaient exactement combien coûte en fait un médecin, d'aller à l'hôpital et autres, ils se rendraient compte que vraiment une clinique vétérinaire, une consultation ou autre, c'est pas si cher que ça. Les vétos soignent mieux quand tu payes plus. Oh non. Après, on propose, hein, on ne se dit pas directement, on propose des examens. Plus on a des examens en fait approfondis, plus on peut affiner notre diagnostic. Mais non, c'est pas parce que les gens ont plus d'argent qu'on va mieux soigner leurs animaux. Hein. En fait, dès le début, on essaie d'établir le diagnostic et puis des fois certains pronostics qu'on peut avoir et puis certains outils diagnostiques qu'on peut utiliser, mais on ne va pas jeter directement sur un IRM ou un scanner dès le début, non. Vétérinaire, c'est comme médecin, mais en moins dur. Alors là, ça aussi, je l'ai souvent entendu. Ah ouais? Mais, par des clients? Par des clients, et puis des fois des gens qui font médecine ou qui disent c'est quand même un peu moins compliqué. Je dirais que c'est différent. Il n'y a pas de compétition, même si jamais vétérinaire c'est mieux, hein, c'est beaucoup plus dur. Hein. Non, c'est vraiment quelque chose de différent. Après, moi, je dirais que c'est plus passionnant parce que je fais plein d'autres choses. Je suis généraliste, mais plus. Je ne dis pas que je suis meilleur qu'un médecin, mais un vétérinaire, c'est un chirurgien, c'est un obstétricien, c'est un dentiste, c'est un ophtalmologue, j'en passe. Donc, il est obligé de s'informer tout le temps. Je dirais que c'est pas mieux, mais c'est différent. C'est un métier mignon. Tu passes ta journée à caresser des chats et des chiots. Je voudrais bien. Celui-ci, il est dur, je crois. Celui-ci, il est très dur, très dur. Je voudrais bien, mais non, j'ai pas trop de temps. En fait, une journée, c'est vraiment très rapide. Même si, tu vois, on parlait de physiothérapie tout à l'heure, on prend un peu plus le temps. Mais non, une journée, c'est très rapide. Hein. Une consultation, en général, 15-20 minutes. Donc, le temps de tout faire, tu n'as pas trop le temps, en général. Tu as combien de consultations par jour environ? Le matin, tu peux en avoir une dizaine, et puis l'après-midi, une vingtaine. Donc, ça va quand même... Il y a de la quantité quand même. Hein. Oui, non, tu es obligé. Et puis même là, hein, même en prenant ton temps, des fois, il y a beaucoup de consultations. Et il faut savoir qu'en France, on a une carence en véto. Donc, en général, on a beaucoup de propriétaires qui viennent et puis des fois, on refuse certaines consultations. Donc, vous êtes plutôt en manque d'effectifs? Oui, comme en humaine, ouais. Les animaux, au pire, ils parlent pas. C'est plus simple que gérer des humains. Non, pas tout à fait. C'est vrai que des fois, je voudrais qu'ils aient la parole, mais des fois, c'est bien. Tu es un peu Sherlock Holmes qui va palper des choses. Hein. Après, en humaine, souvent, tu peux te faire un peu avoir. Hein. Je ne dis pas que les gens mentent, hein, comme Dr House, mais je dirais que les gens vont somatiser certaines choses et t'induire un peu en erreur. En médecine vétérinaire, tu n'as pas forcément ça. Tu écoutes le propriétaire, hein, quand même, parce qu'il connaît son animal, et puis souvent... il boitait alors qu'il était chez le propriétaire, et puis quand il arrive où il faisait certains symptômes, et quand ils arrivent en clinique vétérinaire, il n'y a plus rien. Donc tu t'appuies quand même sur ce qu'ils ont dit, mais après tu vas palper, manipuler, tu as un diagnostic qui se fait du bout de la truffe jusqu'au bout de la queue. Et des fois tu peux passer à côté. Et des fois des gens viennent pour certaines choses, et on arrive complètement sur autre chose. Tu vois, ils disaient, il se gratte un peu en ce moment. Donc toi, si jamais tu réfléchis pas, tu vas sur un problème parasitaire ou autre. Et quand tu palpes bien, tu découvres d'autres choses, malheureusement, qui peuvent être un peu plus graves. Donc, c'est important de faire un bon diagnostic, écouter les gens, mais non, c'est pas seulement... Et puis, parfois, il y a des petits chiens qui sont très malins. Moi, je connais une histoire où il y a une fille qui a un chien qui fait de l'hyperattachement. Et quand cette fille est partie en vacances, le chien fait semblant de boiter. Ah, mais il boitait. Pendant une semaine, il a fait que boiter, il mangeait un peu moins, etc. Du coup, elle est rentrée plus tôt. Et le chien, quand la fille est rentrée, tout va bien. Ah, mais exact. J'ai le même cas. Moi, c'est un cheval.
Ah bah... À chaque fois que je vais dans la ferme, je te jure qu'il a rien. Et quand il me voit arriver avec la voiture, eh ben, il commence à boiter. Voilà, juste pour qu'on s'occupe de lui. Il a compris en fait qu'on s'occupait que des animaux malades, donc il fait le cheval qui est hyper boiteux. Et c'est un sketch à chaque fois. Mais ça doit être trop drôle. C'est trop drôle, mais au début tu te dis il a vraiment quelque chose. Et non, c'est vraiment le cheval qui veut qu'on s'occupe de lui. Et ce chien-là, du coup, c'est un Tervuren. Donc c'est de la race des bergers allemands, malinois, etc. Exactement. Toi, tu penses qu'il y a des grosses différences du coup entre les races de chiens par exemple, le Tervuren, donc malinois, etc., ils sont connus pour être des chiens hypersensibles, qui sont très à l'écoute de ce que nous, on va dire. Toi, tu crois en tout ça, c'est vrai? Oui, tout à fait. Hein. Tu as certaines races comme le Tervuren, berger malinois, où l'éducation, en fait, c'est à faire une main de fer, mais dans un gant de velours. Il ne faut vraiment pas les brusquer. Après, tu as d'autres races qui sont assez compliquées, hein, tout ce qui est race asiatique et tout ça. C'est une certaine façon, il ne faut pas les brusquer. Tu ne peux pas... éduquer ou t'entendre avec un chien ou leur parler de la même façon entre le petit chihuahua et puis le Tervuren ou même le dog allemand. Chaque race est vraiment différente avec vraiment son style, son caractère. Et les chats, c'est pareil. Ah ouais? Tu as des races qui sont beaucoup plus amitieuses, il y en a qui sont beaucoup plus solitaires. C'était vraiment... tel type racial, je ne dis pas que l'européen, le chat un peu qu'on dit de gouttière, il n'a pas de caractère, au contraire, mais tu as certaines races qui sont un peu plus typées. Les vétérinaires, ils euthanasient trop facilement. Bon, alors ça, c'est vraiment... On en parlait tout à l'heure, du coup. Le vétérinaire qui fait ça un peu comme un vaccin, je pense que ça n'existe pas. Et si jamais, même, ça lui paraît un peu comme une consultation un peu, je veux dire, ordinaire, vaut mieux qu'il change de métier. Non, c'est la plupart du temps, même, on sélectionne un peu les vétérinaires, ils ont une certaine sensibilité, mais je t'assure que non, on n'euthanasie pas, au contraire, c'est quelque chose qui nous prend aux tripes, c'est pas un geste technique compliqué, mais juste après, gérer en fait le chien, parce que moi en tout cas, c'est quelque chose de très, 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 très compliqué pour moi, d'euthanasier un animal. Pourquoi? Parce que je pense beaucoup au propriétaire, je pense aussi à la vie qu'il a pu avoir. Donc c'est compliqué pour moi. Hein. Le soir, quand malheureusement tu peux avoir 3 ou 4 euthanasies dans la journée, tu ne le vis pas forcément très bien. Donc tu as intérêt de bien gérer derrière. C'est compliqué. La dernière, du coup, le dernier préjugé qui rejoint un peu ce qu'on vient de dire, du coup, ils euthanasient parce que ça va plus vite que de chercher des solutions. Oh, bah non. La plupart des vétérinaires aiment comprendre les choses. Voilà, ils sont pas ça fait partie du métier. Ah oui. Mais je parle de détective, mais on aime bien connaître, savoir. Alors des fois, c'est quand tu trouves certaines choses, tu es un peu, tu es content d'avoir trouvé la solution, mais pas forcément. Des fois, il n'y a pas de... Tout dépend de la nouvelle. Il n'y a pas de traitement, et puis malheureusement, on sait que ça ne va pas aller. Mais c'est quelque chose qu'on aime, hein, le diagnostic. On a de la chance de pouvoir le faire. Donc non, il n'y a aucun vétérinaire qui peut se dire... qui serait un peu fainéant par rapport au diagnostic. Non, ça n'existe pas, ça. On va reprendre sur des questions que je vais te poser par rapport à ton expérience. Ensuite, tu nous donneras des derniers conseils pour les personnes qui ont des chiens, des chats, etc. Avec plaisir. Tu passes ta vie à traduire des symptômes. Oui. Comment tu fais pour comprendre ce qu'un animal ressent quand il ne peut pas parler? Par rapport aux mimiques faciales, par rapport à comment il ressent, en fait, tu vas palper l'abdomen, si jamais il a de la douleur ou pas. Et je te disais aussi les questions que je peux poser au propriétaire en disant mais comment il réagit, est-ce qu'il monte facilement sur le canapé et autres. Tu vois, c'est plusieurs questions que je vais poser. Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il a des difficultés à manger? Plein de questions, en fait. Okay. Donc ça, si jamais le propriétaire arrive à y répondre, voilà, ça m'aide. Sinon, je vais un peu plus loin pour pouvoir le faire. Mais je m'appuie sur beaucoup de choses, en fait. Le paraverbal, en fait, il y en a aussi chez nos animaux. Et après, j'ai mes mains, j'utilise tous mes sens. Hein. L'odorat, le toucher, en fait. Des fois, tu peux ressentir en fait, des zones de chaleur juste en touchant le dos. Et puis, alors que si jamais tu prenais une radio, en fait, tu verrais rien. Ou des fois, tu vois des catas. Et puis, à côté de ça, quand tu manipules l'animal, il n'a pas forcément la douleur. Donc, je m'appuie sur beaucoup de choses, en fait, pour pouvoir établir mon diagnostic. Est-ce que tu t'es déjà fait attaquer en intervention?
Attaqué par le propriétaire ou attaqué par l'animal? Non, par l'animal. Est-ce que tu as déjà eu des animaux qui ont des difficultés au niveau comportemental? Bien sûr. Moi, des fois, je voudrais bien mordre le dentiste, mais apparemment, ça ne se fait pas. Ouais, Quand j'ai le dentiste, moi non plus, j'aime pas trop ça. Donc, je fais quand même attention. Si jamais il est douloureux, il va te le dire 2-3 fois. Mais il peut y avoir certains animaux où tu ne peux rien faire en consultation. Donc, tu dois le museler, tu dois essayer de faire certaines choses pour éviter de te faire mordre. Hein. Quand tu dois prendre du sang sur un chat qui n'est pas forcément facile, il y a toute une contention à faire. Hein. Bon, c'est pas de la douleur, hein. Le but, c'est pas de rendre plus douloureux l'examen, mais on prend en sécurité. Moi, c'est vraiment le plus important, c'est la sécurité des gens qui sont avec moi, ma sécurité, mais aussi celle de l'animal. Donc, des fois, tu peux tranquilliser l'animal pour faire certains soins. Mais en général, non, tu vois, j'ai encore... la dernière fois que je me suis fait griffer, c'était plus par le chat mascotte de la clinique, qui passait comme ça. Mais sinon, non, je me fais rarement griffer ou mordre parce que je pense que j'ai acquis, en fait, connaissance de comment va réagir l'animal. Mais sinon, le but, c'est pas de travailler avec en contrainte. Hein. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas où tu as été au bout de tes limites, où tu t'es dit, ça, je peux pas faire plus, tu vois? Ça arrive souvent. Hein. Je demande souvent des conseils et puis où je réfère assez rapidement. Le but, c'est de connaître ses limites. Hein. J'en ai beaucoup. Hein. Tout ce qui est opération, tout ce qui est osseuse et tout ça, je ne fais pas. Tu refuses du coup les opérations que tu ne te sens pas capable entre guillemets de faire? Non, je suis pas. J'ai un côté MacGyver sur certaines choses, mais le but, c'est d'offrir plus de chance en fait à l'animal. Et puis, on parle de gold standard, hein, c'est-à-dire proposer le meilleur en fait pour les propriétaires. Après, si jamais je me sens capable de le faire, je le fais. Et je dis mes limites aussi aux propriétaires. Mais non, la plupart du temps, le but, c'est de connaître ses limites et à un moment de référer si jamais c'est pas, on sait pas faire. Comment tu fais pour rester humain quand tu dois annoncer à quelqu'un que son animal, il s'en sortira peut-être pas? Je respire des fois un bon coup. Hein. L'humain, je pense, est plus important la plupart du temps que mon côté veto. Hein. Donc, je me force pas, en fait. Donc, j'explique les choses simplement. Donc, j'essaye pas de penser pour... comment dire? En disant, est-ce que je vais arranger les choses et tout ça? Bien sûr, je vais pas annoncer directement votre chien a un cancer. Mais j'essaie de comprendre, en fait, la douleur aussi des gens avant de dire, voilà, ça fait tant. Donc, prendre le temps, en fait, d'expliquer les choses, de reformuler les choses. Ça fait partie en fait de ma formation aussi. Comme on en parlait tout à l'heure, il y a un côté psychologique à prendre en compte aussi. Voilà, c'est annoncer par exemple le décès ou je ne sais quoi d'un animal, c'est très compliqué, quoi. Très compliqué, oui. Est-ce que tu as déjà gardé des choses pour toi, justement en consultation, que tu n'osais pas forcément dire à des personnes parce que tu voyais qu'ils étaient ils sont très attachés à leur animal? Ça m'arrive souvent, hein, parce qu'il y a des choses aussi pour protéger. Après, je dirais toujours la vérité, je n'ai pas le droit de cacher. Après, je vais en parler à certaines personnes. Le but, c'est pas de rassurer ou leur faire croire certaines choses. Hein. Après, on est aussi tenu au secret professionnel, donc ce qui se passe à l'intérieur aussi, hein, malgré, on peut se dire c'est un animal, on peut en parler comme ça. Non, il y a un côté médical et il y a le respect en fait de ce secret médical qu'on doit avoir. Donc, mais par contre, vis-à-vis des propriétaires, en général, je vais peut-être formuler les choses différemment, mais en général, je leur cache rarement des choses. Non. Ouais, t'es honnête et tu dis, s'il y a un problème, il y a un problème, quoi. C'est ça. Souvent, de toute façon, ils reviennent après. Et puis, même pour faire le deuil, ils ont besoin de tout savoir. Ils ont peur qu'on puisse cacher des choses, hein, comme en humain. On dit, on m'a pas dit ça, pour me protéger. Moi, en tout cas, je dis tout. Okay. Mais après, d'une certaine façon. On va passer au dernier conseil, du coup. C'est la fin de cette vidéo. On s'y approche, en tout cas. Profitez des derniers instants. Si tu avais 3 conseils essentiels à donner à quelqu'un qui vient d'adopter un chien, ce serait quoi? Mon premier conseil, ça serait déjà de bien se préparer. Bien se préparer, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère comme ça. Si jamais on prenait un chiot ou autre, déjà de comprendre la race, de bien s'informer, se documenter. Hein, allez voir sur Nico Veto, par exemple. Hein. Elle était bonne, celle-ci. Non, mais par exemple, de peut-être pas prendre un Saint-Bernard, un husky ou autre dans un tout petit appartement. Voilà, de comprendre en fait la physiologie de l'animal, c'est aussi de se dire, si jamais j'ai un animal, il va falloir s'en occuper, donc ça va changer aussi un peu ma vie. Donc, je vais peut-être, on rentre pas à 3h du matin, puis pas sortir l'animal pendant plus de tant de temps. Hein. C'est comme, j'aime pas comparer, mais c'est un enfant, on le ferait pas pour un enfant. Ça change aussi un peu sa vie, donc il faut s'en occuper. Pareil pour les vacances. Qui va s'occuper de l'animal? Pendant la journée, en fait, il y a quand même s'occuper de l'animal. Hein. On ne peut pas le laisser pendant 2-3 jours seul, hein, un chien. Non, on ne peut pas. Voilà, c'est vraiment de s'informer vis-à-vis des choses. Après, c'est quand on ne sait pas, demander.
C'est pas des fois aller voir, demander à son vétérinaire ou des gens qui sont, plutôt que des fois d'aller voir sur Google, parce qu'on tombe sur les pires des choses, hein, et les pires des renseignements aussi, d'aller voir des gens, des éducateurs ou autres, mais des gens dont c'est le métier. Voilà, ça fait partie un peu des conseils que je peux donner. Après, c'est de donner pas forcément de la nourriture bon marché, parce que il y a une phrase qui dit que l'aliment soit ton premier médicament, mais il vaut mieux prévenir que guérir, hein, on dit aussi. Mais c'est vrai que l'aliment, c'est vraiment une prévention pour tout ce qui est maladie. Donc vraiment bien nourrir son animal pour éviter d'avoir des problèmes. Ouais, faut prévoir le fait de prendre de bonnes croquettes, et il faut prévoir tout ça dans les coûts, en fait, dans les coûts de l'animal au moment où on l'adopte. Tout à fait. Un peu comme nous, hein. C'est vrai que la plupart de nos pathologies viennent de notre alimentation. Il y avait une phrase qui disait qu'on creuse notre tombe avec nos dents. Et c'est un peu le cas, en disant que, par contre, si jamais tu veux rester en bonne santé, faut que tu prennes des aliments sains et pas trop transformés. Comment savoir si son animal souffre, sans qu'il le montre ou qu'il parle? C'est des questions que je pose en consultation. C'est l'animal qui se déplace un peu moins, l'animal qui mange moins, voilà, l'animal qui ne joue plus. Ça, c'est un peu l'animal qui souffre, en fait. Il y a une douleur quelque part, qui a moins de jeu avec les propriétaires ou avec ses congénères. Voilà, c'est toutes ces choses-là en disant, voilà, il souffre, il perd du poids, il mange plus, il boit un peu moins bien. Voilà, c'est des différentes questions que je vais poser. Okay. Après, c'est le changement de regard, les choses comme ça. Est-ce qu'il y a des gestes simples qu'on peut faire à la maison pour améliorer la santé de son animal? Les massages, par exemple. On masse pas assez nos animaux, on a tendance des fois à les réconforter, les récompenser en donnant des bonbons, des choses comme ça. Mais la première chose, c'est les massages, hein, bien masser son animal, ça leur fait du bien, hein, les grands groupes musculaires, hein, surtout sur nos animaux seniors. Hein. Il y a des choses à faire. Hein. Le plus dur, c'est de se lever le matin. Mais si jamais tu fais des petits gestes, des petites manipulations au niveau ses postérieurs, ses antérieurs, masser les grands groupes musculaires, ça va lui faire du bien. Voilà. Tu as fait une vidéo sur ce sujet? J'en ai déjà fait, je crois, sur ce sujet-là. Ouais, n'importe comment, vous retrouverez tous les liens, que ce soit Instagram, TikTok, de Nico Vétérinaire. Comme ça, vous pourrez aller vous informer pour vos animaux, etc. Si vous avez des questions que vous posez, je pense que tu répondras sur le compte TikTok. Oui, tout à fait. Avant-dernière question, est-ce qu'il y a des aliments interdits ou méconnus que les gens donnent encore à leurs chiens ou leurs chats? J'ai encore eu une intoxication au chocolat. Bon, c'était il n'y a pas si longtemps, Pâques, hein, mais oui, du chocolat noir, ça, c'est à pas donner. Des médicaments, le paracétamol, ça ne sert pas à grand-chose chez le chien, mais c'est mortel chez le chat, donc jamais donné. Malheureusement, on a réussi à le récupérer, mais ça détruit les globules rouges, en fait, chez le chat. Donc, on a été obligé de transfuser le chat. Donc, non, jamais de paracétamol à son chat. Après, il y a des choses de base, hein, l'avocat, pas mal de choses. Hein. Il y a tellement de bonnes choses qu'on peut donner, mais pas certains aliments ou certains fruits. Il y a quelque chose que j'ai appris, moi, il n'y a pas longtemps, qui m'a vraiment fait flipper pour le coup. C'est les chenilles. Les chenilles processionnaires, ouais. Tout à fait. Pour les chiens, pour les chats, je pense aussi que c'est pareil, mais pour les chiens, c'est mortel, c'est horrible ça. C'est urticant en fait, ils vont s'approcher hein, parce que nos animaux sont assez curieux et tu vas voir les petites poils qui sont dessus, qui sont urticants, ça va créer des ulcères, donc la langue en fait est brûlée, toutes les babines sont brûlées, donc ça, faut agir le plus vite possible. Donc en prévention, dire quand il y a des nids, hein, essayer de s'en débarrasser et puis surtout éviter certaines balades où on les trouve. Et pareil en ce moment pour les épilés aussi. Ah oui, tout à fait. En ce moment, c'est les épilés repartent là de plus belle. Ouais. Les épillés, c'est grand comme on dirait un petit épi de blé. Et ça a tendance à se mettre vraiment au niveau des interdigités, au niveau des pattes, au niveau des oreilles, au niveau des yeux, au niveau de la vulve. Pas mal de choses. Et ça a tendance à migrer. Ça rentre, mais par contre, ça a du mal à sortir. Donc, les symptômes, c'est le chien qui se démange, les yeux qui pleurent, le chien qui se lèche à certains endroits. Ça, il ne faut pas trop attendre parce que ça nécessite le plus vite possible une intervention. Ça peut être grave. Même quand ils sont dans les narines, etc., ils éternuent beaucoup. Exactement. Et tu peux avoir un peu de sang, mais le chien qui éternue, c'est exactement ça. Faites vraiment attention à ça si vous avez des nids de chenilles. Processionnaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Et dès qu'on a un petit doute, il faut aller chez le véto le plus vite possible parce que c'est pas, si jamais on intervient vite, on peut gérer le cas. Mais plus on attend, malheureusement. Ouais. Ah, c'est hyper important. Et dernière petite question, est-ce qu'il y a des races de chiens ou de chats qui demandent des soins très spécifiques
auxquels on ne pense pas. Je sais que moi, il y a les carlins, les bulldogs. Tu as raison, tout ce qui est brachycéphale. Voilà, en fait. brachycéphale. Brachycéphale, pourquoi? Parce que c'est des chiens hypertypés. Ils ont des narines déjà qui sont un peu resserrées, donc ils ont du mal à respirer. Le voile du palais, c'est comme la langue, mais inversé. C'est ce qui te fait le carrefour entre les voies respiratoires et les voies digestives, en fait. Et ça, c'est trop long. Donc, ils ont du mal à respirer. Après, il y a d'autres pathologies, mais voilà. Ça, ils demandent beaucoup plus de soins. Après, ils peuvent avoir des problèmes de peau, de colonne vertébrale. Après, il y a d'autres races, mais ça, c'est vraiment... le type de chien. Voilà, faut le savoir avant de le prendre. Donc, bien se renseigner avant de prendre un chiot vis-à-vis de la race, en fait. Pas que le côté esthétique, mais vraiment aussi les pathologies qu'on peut avoir, et puis en être conscient. Merci beaucoup, Nico Vétérinaire. Je t'en prie. C'est adorable. Ça a été un plaisir, merci encore. C'était vraiment super cool de pouvoir échanger avec toi sur ton métier. S'il y a des personnes aussi qui ont envie de faire ça, renseignez-vous, parce que pour le coup, c'est vraiment un beau métier que tu fais. Merci. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à Nico. Tous les liens seront en description, et puis il y aura d'autres épisodes de ce genre de format que vous verrez sur la chaîne. Et puis d'autres invités encore plus fous. Et puis peut-être qu'on refera un projet ensemble. On en parlait tout à l'heure. On sait pas. On verra bien. J'espère. On verra bien, ouais. À toutes. Merci beaucoup. Salut. Merci infiniment d'avoir regardé ce projet avec Nico Vétérinaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce qu'on pourrait améliorer, mais aussi les personnes qu'on pourrait inviter dans ce projet. Je vous le rappelle, mais si vous voulez passer ici aux locaux à Paris pour tourner des interviews avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur contactpromazzo@gmail.com et vous abonner à la chaîne YouTube, c'est hyper important. On a des réseaux sociaux aussi, Instagram, TikTok, tout sera en description. À bientôt.